ce matin, je suis allé à la préfecture de police, aux archives de la préfecture de police de Paris, qui se trouve à une demi-heure de marche d'ici, auprès Saint-Gervais. J'ai voulu faire des recherches sur mon oncle. Il est arrivé à Paris en 1954. Il avait 20 ans à l'époque. Et en fait, ce que je savais, puisqu'il me l'a raconté quand j'étais petit, et on en a beaucoup parlé, et j'ai passé des étés à lui poser des questions sur son histoire, sur ce qu'il avait vécu. En fait, il a été emprisonné, condamné à la prison pendant la guerre d'Algérie. Donc il est arrivé en 54 et il a fait de la prison de 58 à 62, donc pendant 4 ans. Cette histoire, c'est une histoire qui m'a accompagné quand j'étais gosse. Je dirais même qu'il était un peu un mythe fondateur pour moi, puisque c'était mon oncle, le héros de l'indépendance algérienne, qui a été arrêté par la police française, torturé, et puis emprisonné. Et puis voilà, j'avais ce récit-là, et rien de plus. Ce récit qui m'a accompagné depuis que j'étais môme. Et aujourd'hui, de manière un peu non prémédité, un peu spontané comme ça. Je suis allé aux archives et puis un peu la fleur au fusil, j'ai demandé si je pouvais consulter les archives en espérant trouver un dossier sur mon oncle. Et un monsieur très sympa m'a aidé dans ma recherche très vite. Il est tombé sur un dossier. Et ce dossier, c'est ça. C'est une archive avec juste le nom de mon oncle, Descartes Lassène. Et j'ai ouvert ce dossier, j'ai pu le consulter. Donc voilà, j'ai pris plein de photos. J'ai pris plein de photos de tout le dossier. Et en fait, c'est incroyable ce que j'ai trouvé là-dedans. Il faut que je t'en lise quelques extraits parce que j'étais tellement ému en découvrant ça et en le lisant. J'ai notamment ici le procès verbal de l'arrestation de mon oncle, et il y a tout dedans. Il y a son interrogatoire, il y a des informations que je découvre, que j'ai découvertes aujourd'hui. Donc il est dit dans ce document qu'un Nord-Africain porteur de documents a été appréhendé par les services de police municipale. La police municipale parisienne. C'est fou. Le 5 octobre, à 22h30, lors d'une ronde, ils l'ont interpellé dans le 13e, rue des Tanneries. Je me souviens qu'il m'a toujours dit qu'il cherchait quelqu'un qui se prénommait Lassène, comme lui. Il ne sait pas si c'était lui qui cherchait ou pas, mais il se trouve qu'ils l'ont interpellé et il s'appelait Lassène. Et donc, ils l'ont contrôlé et ils ont trouvé qu'il était en possession d'un morceau de feuille de papier journal portant les effectifs d'un secteur du FLN, comprenant 1415 militants, et de plusieurs documents portant des noms et adresses. Mon oncle était responsable d'un secteur du FLN dans le 13e arrondissement, qu'on appelle en arabe, le mot qu'on utilise c'est qasma, c'est-à-dire section, secteur. Et effectivement, il était chef de secteur dans le 13e arrondissement où il vivait depuis 1954. Et l'interrogatoire, c'est vraiment une scène, c'est une scène de film, quoi. Il lui demande son état civil et il dit je suis célibataire, je vis au 22 rue Paulin-Méry. C'est une rue que je connais en plus, dans le 13e, près de la place d'Italie. 22 rue Paulin-Méry, dans un hôtel. Je sais lire et écrire en français et en arabe. Il dit j'exerce la profession d'ouvrier spécialisé à la TRT, au 21 rue Boyer à Paris, dans le 20e arrondissement. Et tu sais ce que c'est le 21 rue Boyer? La TRT, tu sais ce que c'est aujourd'hui? C'est la Bellevilloise. C'est la salle de la Bellevilloise. On a fait notre soirée du 9 juin des élections européennes. Donc, il bossait là. C'est ici qu'il vivait. Tu vois, c'est là qu'il habitait. Il habitait au 3e étage. Attends, il faut que je lise. Je loge en hôtel 22 rue Paulin-Méry à Paris, dans le 13e arrondissement. Donc ici, c'était un hôtel, 22 rue Paulin-Méry. Il perquisitionne son domicile. Descartes Lassène nous conduit à sa chambre, numéro 26, au 3e étage. 3e étage, chambre numéro 26. La chambre est sommairement meublée d'une armoire, d'un lit à 2 places, d'une table. Nous ne découvrons aucun objet ou document suspect. Nous quittons les lieux à 2h, amenant avec nous le sieur Descartes. Voilà, le commissaire de police.
Le couvent des filles anglaises. Bah tu vois, c'est ici qu'il a été interpellé. 30 rue des Tanneries. C'est ce que dit le document. 28, oui c'est ça, 28-30, c'est là. Voilà. Et c'est donc ici qu'il est interpellé et qu'il va être conduit ensuite au poste de police pour un interrogatoire dont le récit a accompagné mon enfance, qu'il m'a raconté tellement de fois. Et puis, alors, commencent les questions. Vous avez été interpellé à 22h le 5 octobre, etc. Et il y a ce document qui contient les inscriptions manuscrites suivantes. C'est une feuille de papier journal. Premier cas, 295. 2 cas, 470. 3 cas, 550. La question c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors le cas, ce que disent les policiers, c'est que ça signifie qasma. Qasma, c'est-à-dire section. Et donc ils lui disent, vous êtes un responsable de qasma, et les inscriptions signifient première qasma avec le nombre de militants, deuxième, etc. Ce qui fait un total de 1415, ce qui est écrit sur le papier. Il s'agit là d'une grille correspondant aux effectifs d'un secteur. Veuillez nous dire la vérité et donner des précisions concernant vos activités. Et alors voilà ses réponses, et là c'est extraordinaire. Il dit « Je suis la victime d'une erreur. Je n'ai jamais fait de politique. J'ai entendu parler du Front de Libération Nationale, mais je n'ai jamais été sollicité pour verser de fonds à un mouvement nationaliste. Voilà mes explications concernant les documents. En ce qui concerne le premier scellé, ce document, effectivement, sur lequel j'ai écrit moi-même il y a une quinzaine de jours, ce sont des comptes. J'ai écrit cela alors que je me trouvais dans le débit de boissons, dont j'étais gérant au 34 rue Esquirol, dans le 13e arrondissement. Nous jouions à la belote, et je me trouvais avec 2 autres co-religionnaires. Les chiffres qui sont portés signifient les sommes gagnées par chacun de nous. Le premier, qui se nomme Kassi, donc K, Kassi, a gagné 395 francs. Le deuxième, qui se prénomme Kadi, a gagné 470 francs. Et le troisième, c'est moi-même, qui ai gagné 550 francs. Donc, il invente une interprétation complètement fausse, évidemment, de la signification de ce... Alors il dit, donc question, comment expliquez-vous qu'à la place de votre nom, selon vos dires, se trouve également la lettre K? Et il répond, je n'avais pas pensé à vous dire que j'ai un surnom, Kadour. Et donc, réaction du commissaire de police, curieux oubli. La mémoire vous revient à un moment bien opportun. Vous nous déclarez que vous jouiez aux cartes et que les 3 partenaires, Kassi, Kadi et vous-même, avez gagné. Pourriez-vous nous indiquer qui a perdu? Je ne puis vous expliquer comment cela se fait. Même en acceptant votre explication jusqu'au bout, on arrive à une explication ridicule que tous les joueurs ont gagné et qu'aucun n'a perdu. Voudrez-vous nous dire qu'il n'y a jamais de perdant à la belote? Cette fois-ci, il n'y a pas eu de perdant. Ne trouvez-vous pas que notre explication est beaucoup plus satisfaisante, à savoir K veut dire Kasma, et que, en face des 3 Kasma qui représentent un secteur, figurent les effectifs, soit un total de 1415 militants, ce qui est habituellement l'effectif d'un secteur. Je vous répète que je ne fais pas de politique. Et ensuite, l'interrogatoire continue, en ce qui concerne le scellé numéro 2. Donc le scellé numéro 2, il dit qu'il s'agit d'une somme qu'un client lui devait, une somme d'un montant de 1420 francs. Il se prénomme Houssen. Il m'a rendu cette somme et j'ai fait ce bout de papier pour ensuite faire mes comptes, avec le propriétaire du débit de boisson. Alors il lui demande de qui il s'agit, etc. Pouvez-vous nous dire quels sont les noms de Kassi et Kadi, nous indiquer où ils logent? Je ne connais pas les noms de famille de ces 2 hommes, je ne sais pas non plus où ils travaillent, j'ignore où ils logent, ils venaient de temps en temps au 34 rue Esquirol. Le peu de précisions que vous nous donnez démontre amplement que vous mentez, que Kadi et Kassi sont des prénoms que vous avez inventés pour expliquer les lettres K qui se trouvaient sur le document trouvé en votre possession. Veuillez dire la vérité. Et là il répond, je vous ai dit la vérité, je suis innocent. Donc il leur ment, évidemment, parce qu'il sait que si il dit la vérité, il sera condamné à mort. En tout cas, voilà, il a été arrêté et puis a commencé ensuite la torture, la condamnation, l'enfermement à la prison de la Santé et puis ensuite le camp au Larzac. Voilà, jusqu'à l'indépendance en 1962. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que durant cet interrogatoire, évidemment ça n'est pas précisé, mais il est torturé.
Donc, il a les ongles arrachés. Ah, ça, c'est tout ce qu'il m'a raconté, bien sûr, et puis c'est des choses qui étaient connues. Ils le soumettent à la question, bien entendu. Il a les ongles arrachés, des brûlures, et il maintient évidemment son récit, parce qu'il sait que s'il dit la vérité, il sera immédiatement condamné à mort. Et il sait ce que tu fais aujourd'hui, ton oncle? Il le sait, oui. Ouais, je lui en ai parlé. Je lui en ai parlé. Bon, maintenant, c'est un vieux monsieur, hein, tu sais. Et qu'est-ce que, dans ces dernières bribes, qu'est-ce qu'il en pensait? Bah, il était touché que je m'y intéresse. Il était touché. Bon, pour lui, c'est son histoire, et pour moi, c'est quelque chose qui la dépasse encore. C'est un héritage. Ce que ça m'évoque, c'est plein de choses. D'abord, dans mes engagements aujourd'hui. Alors, d'abord, c'est que, en fait, ce mythe, là, se concrétise matériellement. C'est-à-dire que j'ai le document matériel qui est la réalité de ce qui s'est passé d'un point de vue administratif, du point de vue de l'institution. Et donc, c'est bouleversant pour moi. Donc là, d'avoir ce document entre les mains ce matin, ça m'a permis de passer du mythe oral à la réalité matérielle et institutionnelle de ce qu'a été cette procédure. En quelque sorte, ça ajoute une dimension de réalité. Et puis surtout, en le lisant, je me disais, mais c'est incroyable, ce document-là, il est là depuis des décennies, dans l'ombre, caché, dissimulé, personne ne l'avait consulté avant moi. Et en fait, il y en a plein de documents comme ça, parce que c'est toute cette mémoire, c'est toute la mémoire de cette période, que ce soit la guerre d'Algérie ou la période coloniale en général, qui reste encore à explorer et qui fait l'objet de contradictions, de débats enflammés. On voit bien que c'est une période extrêmement douloureuse, un passé qui ne passe pas, comme on dit. Et donc il faut le prendre à bras le corps et essayer de se l'approprier, et ça passe par la vérité historique. Ça passe par la découverte, par l'exhumation de cette réalité-là. Ce que je voudrais en faire, c'est d'abord le raconter, parce que, tu vois, c'est à une demi-heure d'ici, à pied. Hein. Enfin, tu vois, c'est dingue, c'est là, quoi. C'est au Pré-Saint-Gervais, c'est juste à côté. Et il y en a des milliers, des documents comme ça. Et c'est des familles parisiennes, françaises, dont l'histoire est encore là, et qui n'est pas connue. Ce que je voudrais, c'est porter ce message, en faire un objet politique, et dire, en fait, la mémoire de Paris, elle est là aussi. Et elle est trop méconnue, elle est enfouie, et il faut la sortir du néant, dans laquelle on l'a cloîtrée, la sortir du silence. Et je crois qu'à partir de ce récit, en fait, c'est des milliers et des milliers de gens, des Parisiens, mais pas que, qui peuvent se retrouver dans cette histoire. Parce que eux aussi, ils ont un aïeul qui a subi ça, qui est passé par là. Et puis, plus largement, c'est la possibilité d'ouvrir le débat là-dessus et de ne pas laisser le champ libre à l'extrême droite. Voilà. Donc je pense que vraiment ça vaut le coup.